Bienvenue dans cette nouvelle table ronde. Aujourd'hui, on va parler donc l'open source, contributeur essentiel au Green IT. À travers cette table ronde, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'attirer un petit peu de de la COP26 un petit peu vers nous. Lapsus révélateur, pardon. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour parler justement de cette association open source et Green IT, j'aimerais aussi vous donner quelques chiffres, quelques statistiques. D'abord, un contexte un peu alarmiste, parce que quand on parle de Green IT, c'est important de montrer qu'il y a une forme d'urgence aujourd'hui. Alors c'est quoi Quels sont ces chiffres? D'abord, le GIEC, une étude du GIEC qui montre que en matière de réchauffement de la planète, on est un petit peu en avance. Et ça, c'est un gros problème. On a en fait 10 ans d'avance pour atteindre ce réchauffement climatique de 1,5 degré. Et c'est une vraie urgence aujourd'hui. Et nous allons voir comment, justement, l'open source, on peut résoudre ce problème. Autre chiffre, tout autant alarmiste, c'est un chiffre publié par le baromètre, le benchmark 2021 greenIT.fr. Alors, il dit que, justement, on a complètement aujourd'hui explosé notre capacité à consommer des gaz à effet de serre en matière de numérique sur le bureau. On serait aujourd'hui à 27% de cette part de gaz à effet de serre, ce qui est aujourd'hui vraiment très important, et cela montre que les entreprises ont vraiment du mal à baisser ce niveau. Mais ce n'est pas que du négatif, il y a aussi du positif. Le positif, c'est notamment en matière de régulation. Le Sénat a adopté une loi, je crois que c'est début novembre, qui justement travaille à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et à travers les mesures, il y a notamment une chose très importante qui est limiter le renouvellement des terminaux. Alors justement, c'est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui à travers cette table ronde. Pour répondre à ces questions, donc j'accueille Agnès Crépet. Bonjour. Qui est directrice software longevity à Fairphone. J'accueille également Véronique Turner, qui est cofondatrice d'Alterway et représentante de Planète Tech Care. Oui. Tristan Nito. Bonjour. Qui est le fondateur du podcast Octévert, que vous connaissez tous évidemment. Et puis, bien sûr, Richard Hanna, qui est chargé de mission interministérielle Green Tech à la DINUM. Voilà, vous pouvez les applaudir. C'est quand même nos impôts. Oui, voilà. C'est la DINUM, ça. Où sont les fans Alterway, s'il vous plaît Ah, mais en fait, il applaudissait tout le monde, c'est ça, tous les intervenantes et intervenants. Bon, Même pas, il dit non. Qui écoute l'octet-vert dans la salle? Ah, moi. Bon, les autres, vous savez, un octet comme méga-octet et vert comme la couleur. Voilà. Et ça fait un mauvais jeu de mots, c'est octet-vert. Voilà, comme ça, vous vous en souviendrez. Voilà, merci Tristan. Non, mais c'est à but non lucratif, il faut le savoir, donc je me permets. Puisque tu as la parole, est-ce que tu peux nous dire justement, pour bien comprendre tout ce qu'il y a comme levier à activer aujourd'hui, en fait, il faut bien comprendre où se situent les points d'urgence quand on parle de réduction de l'empreinte du numérique. Eh bien, en fait, je vous encourage à aller lire une étude qui s'appelle INUM 2020, qui a été faite par greenIT.fr, dont je tire ce tableau que vous ne pouvez pas lire, mais dont je vais vous parler. Et en fait, le tableau lui-même est très intéressant. Donc, chez greenIT.fr, ils ont étudié où on produisait des gaz à effet de serre, où on consommait de l'énergie, de l'eau et des ressources abiotiques, c'est en gros des minerais, dans le numérique. Et ils ont divisé ça en 3 tranches classiques. Est-ce que c'est au niveau des terminaux? Est-ce que c'est au niveau du réseau? Ou est-ce que c'est au niveau des data centers? Et puis pour chacun de ces 3 postes, ils ont déterminé, est-ce que c'est la partie fabrication, parce que ça on a tendance à l'oublier, nous on la voit pas, c'est pas fabriqué en France, les minerais sont pas produits en France, nous on voit juste arriver des petites boîtes par avion ou par cargo, et puis on sort un machin tout brillant qu'on utilise, mais on a oublié qu'il y avait en amont, il y avait toute la phase de fabrication. Et puis nous, en fait, on ne voit éventuellement, si on regarde, que la consommation électrique de ces choses-là. Et bien ça, en fait, ça pose un vrai problème, c'est ça nous rend aveugles face à
tout le problème lui-même. Et parce que quand on regarde de près cette étude INUM 2020, on se rend compte que le gros des gaz à effet de serre, c'est pas le seul problème, les gaz à effet de serre, mais si on parle de réchauffement climatique, ce qui est mon sujet à moi, c'est là-dessus que je me focalise, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la consommation d'eau et la consommation de ressources abiotiques. Mais si on parle gaz à effet de serre, en fait, on se rend compte que c'est la fabrication des terminaux qui fait la plus grosse production de gaz à effet de serre. Mais c'est énorme. Sur l'ensemble des gaz à effet de serre, sur les 100% de gaz à effet de serre produits, donc ce qui fait le réchauffement climatique de la planète, eh bien, 76%, c'est la fabrication des terminaux. Et le reste, du coup, ça en devient négligeable. C'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, les data centers, eh bien, la fabrication d'un data center, c'est 2%. Donc on peut dire, il y a trop de data centers. C'est vrai que ça consomme beaucoup un data center. Mais à côté de la fabrication des terminaux, c'est peanuts. Le deuxième plus gros poste, c'est l'utilisation des terminaux. Et c'est seulement 8%. C'est vous dire qu'on est très très loin de la fabrication des terminaux. Donc toute la problématique, c'est ça. Il faut faire durer les terminaux. Alors on parlait d'open source, c'est-à-dire de logiciels plutôt. Pas que, mais surtout du logiciel. Et pourquoi je vous réponds les terminaux utilisateurs? Parce que déjà, il faut voir où est le problème. Donc, on sait qu'il est là. Et ensuite, voir comment l'open source peut aider à résoudre ce problème. Alors, moi, on va mettre les pieds dans le plat. Et désolé pour les camarades qui travaillent chez Microsoft, mais par exemple, Windows 11 est une gabegie écologique hallucinante. Pourquoi? Parce que Windows 11, ça exige du matériel dernier cri pour tourner. Et ça prouve bien qu'en gros, si vous êtes un Microsoft Shop, vous êtes habillé Microsoft de pied en cap, vous avez un problème. C'est que vous allez devoir, plus tôt ou tard, passer à Windows 11 et donc remplacer tout votre matériel. Alors là où l'open source, lui, par exemple avec Linux, on sait faire tourner sur ces matériels qui s'usent finalement très peu. On peut avoir des logiciels légers qui permettent de faire durer le matériel et donc qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, qui était le problème de départ. Parce que j'ai été un peu long, mais... Voilà, non, mais c'est bon. Mais en même temps, Windows 11 est un vrai sujet aujourd'hui d'actualité, donc c'est important de le mentionner. Véronique Turner, quant à vous, justement, les points d'urgence qu'il y a à résoudre, justement, sur ce problème de contexte écologique et de numérique. Alors, en fait, je vais compléter ce que dit Tristan. Évidemment, je partage complètement ce que vient de dire Tristan. Mais en fait, il y a une urgence aussi qui est importante à intégrer, c'est qu'on ne peut pas réussir aujourd'hui la transition écologique du secteur industriel au sens large sans numérique. Et donc, on a quelque part une équation qui est à résoudre. À la fois, le numérique a une empreinte environnementale qui progresse de manière assez importante. Et par ailleurs, on a besoin beaucoup de numérique pour réussir la transition écologique. Donc, on a cette équation à résoudre. Vous allez me dire, mais pourquoi on a besoin de numérique pour aider à la transition écologique? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de collecter de la donnée. Là, le salon Open Source Experience est collé au CIDO, donc on a besoin de beaucoup d'IoT. Donc on a besoin de capter de la donnée, on a besoin de la stocker, la donnée, on a besoin de la traiter et de la restituer. Donc vous voyez qu'on a besoin d'outils numériques. Et ça, clairement aujourd'hui, si on faisait le bilan de l'empreinte environnementale du numérique à la fois dans le côté positif-négatif, clairement aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs industriels qui sont fortement consommateur de gaz à effet de serre et pas sur le sujet numérique, le numérique est clairement positif dans son bilan. Je peux prendre dans l'industrie de l'énergie, le retail, le transport, la construction, l'agriculture, tous ces secteurs-là, en fait, le numérique va les aider en fait à baisser leur empreinte environnementale. Donc il y a cette urgence-là qui est majeure, c'est à la fois il faut résoudre cette équation et le moyen de résoudre cette équation, c'est de développer un numérique responsable. Et l'open source, on y vient, eh bien, c'est une des briques du numérique responsable. En propre, il a des vertus qui sont, je dirais, positives par rapport notamment au fait que on n'a pas besoin de renouveler régulièrement, en fait, je dirais, le software, le fait que depuis très longtemps, c'est une industrie, celle de l'open source, qui est très sensible à l'efficience, et notamment sur des sujets énergétiques. Il y a 10 ans, ça ne s'appelait pas Open Source Experience, mais ça s'appelait, je crois, Solution Linux. Et à Solution Linux, il y avait déjà des premières conférences sur le sujet numérique et environnement. Donc, voilà. On comprend qu'il y a deux sujets, là, en fait. Il y a un sujet qui est à la fois technologique et un deuxième sujet qui était à la fois de la sensibilisation. Alors, d'abord, d'un point de vue technologique, Agnès Répet, ça, c'est complètement votre rôle. Là-dedans, quel rôle a joué, justement, l'open source ?
Donc moi, je travaille chez Fairphone, qui est une entreprise qui est connue pour faire un téléphone modulaire, durable, qui essaye de faire sur le marché des appareils qui vont durer non pas 2 ans, comme c'est le cas en moyenne aujourd'hui pour n'importe quel téléphone, mais plutôt 5, 6 et potentiellement 7 ans. Et pour ce faire, d'un point de vue logiciel, on a évidemment besoin d'open source. Pourquoi ? Parce que si je parle des principales solutions logicielles dans le monde de la téléphonie, je ne parle pas d'Apple, parce que du coup, je ne suis pas Apple. Aujourd'hui, on utilise Android. On pourra parler, si ça vous intéresse, des solutions alternatives à Android, qui nous intéressent aussi, mais sur lesquelles on n'a pas fait le choix d'aller en termes d'entreprise, même si on soutient ces communautés-là. Donc aujourd'hui, on fait un téléphone Android. Et quand vous faites un téléphone Android, vous êtes pris entre Google. Donc, tu vois, après m'excuser auprès de Microsoft, je m'excuse auprès de Google, s'il y a des gens de Google ici, mais qui, du coup, en termes de longévité, même si ça progresse un peu, va pas faire durer ces solutions Android, sa version 8 d'Android pendant 10 ans. Donc, si vous êtes un fabricant de téléphone, il va falloir trouver des solutions pour porter des versions récentes d'Android sur les téléphones que vous produisez. Le problème du téléphone, c'est du point de vue matériel, vous avez des composants, notamment les puces, qui ne vont pas supporter des versions récentes d'Android. Donc vous avez, si vous me permettez l'expression, le cul entre deux chaises. Vous êtes entre votre puce qui a un support sur une période donnée, par exemple, va supporter Android 4, 5, 6, 7, et va s'arrêter là, et encore 4 versions d'Android, c'est beaucoup. Et puis vous avez Google qui vous dit, oui, mais moi, cette version d'Android qui a 7 ans, qui a 5 ans, j'arrête de la supporter. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir arriver à porter des versions récentes d'Android sur un chipset qui est plus supporté. Et là, l'open source est crucial. Donc vous avez des communautés comme LineaOS dans le monde d'Android qui qui ship des versions d'Android récentes sur des puces qui sont anciennes. Et donc nous, ce qu'on fait chez Fairphone, c'est d'essayer justement de promouvoir ces solutions-là sur nos téléphones. On a aussi des partenariats avec des entreprises comme eFoundation qui s'appuient aussi sur LineaOS. On soutient des communautés Linux-based comme Postmarket OS ou Selfish. Bref, donc on essaye de faire de supporter ces communautés-là parce qu'aujourd'hui, sur la longévité logicielle, on n'a pas le choix dans le monde de la mobilité. Il y a la Commission européenne qui a sorti une étude il y a 1 an et qui donne ce chiffre assez ahurissant, c'est-à-dire que dans 20% des cas de non-usage du téléphone, quand vous arrêtez d'utiliser votre téléphone, dans 20% des cas, c'est parce que le logiciel n'est pas supporté. Alors 20%, vous pouvez vous dire, c'est pas beaucoup, mais si, c'est énorme. C'est-à-dire que votre téléphone, il fonctionne, il est parfait, il n'y a pas d'écran cassé, la batterie est parfaite, et vous arrêtez de l'utiliser parce que le logiciel a un problème, soit parce que TikTok ne fonctionne plus, soit parce que vous avez des mises à jour de sécurité à faire et qui ne sont plus disponibles. Je fais juste un petit aparté là-dessus. Je viens de dire deux choses là. La partie application, et la partie OS. La partie application, c'est un problème à part entier. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des applications qui vont elles-mêmes être plus compatibles avec une version d'Android. Donc là, je rajoute une échelle, un niveau dans l'échelle de la complexité de maintenance, quoi. Et vous avez aussi la partie OS. Quand je dis l'OS est plus maintenu, c'est-à-dire que les security updates sont plus disponibles. Alors, si j'en parle à mon père, mon pauvre père, je cite tout le temps dans les conférences, mais mon père, il peut me dire ouais, c'est pas très grave, mais si, c'est grave. Les mises à jour de sécurité, c'est crucial. Bon, là, je parle à des gens qui connaissent le sujet, j'imagine. Si votre appareil ne reçoit pas de mise à jour de sécurité, ça veut dire qu'il est troué et que vos datas sont mises à mal. Donc là, on touche au problème de la vie privée, etc. Et on sait très bien que le téléphone est le moyen privilégié aujourd'hui des aspirateurs de données pour récupérer votre vie privée. Voilà, j'ai essayé de faire court aussi, mais c'est raté. On comprend aussi que confier tout le support et la maintenance, en fait, la longévité de l'OS à des communautés et à l'intelligence collective qu'il y a derrière les communautés est essentiel à ce moment-là parce que c'est eux qui vont finalement drainer tout cela et permettre que le téléphone soit allongé, en fait, la durée de vie du téléphone soit allongée. Oui, on ou sait, terminal, ouais. quel que soit le terminal d'ailleurs. C'est ça. Oui, tout à fait. Et on s'est même appuyé sur cette communauté open source, non pas que pour porter des solutions open source, mais aussi pour nous aider à avoir le stock Android sur le téléphone. Ce qu'on appelle le stock Android, c'est l'Android certifié. Quand vous êtes un producteur de téléphone, vous shippez Android et vous devez avoir une certification Android qui est donnée par Google. C'est 477 000 tests, ça s'appelle le CTS, une test suite Google, quoi. Sur le Fairphone 2, qui est un téléphone qui va avoir 6 ans, on a porté Android 9, on a fini Android 10, qui va sortir dans pas longtemps.
sur les 477 000 tests, il y en avait 4 qui failaient à la fin. À cause de ça, on aurait pu échouer la certification et on aurait pu ne pas porter cette dernière version d'Android. Pour résoudre ces 4 bugs, on s'est servi de la communauté aussi. Donc même sur des solutions non open source, quoi. Je considère Android comme pas complètement open source, sachant que quand même le cœur l'est, iOSP. Richard, Anna, vous êtes à la DINUM, du coup. Quel est votre sentiment sur cette question? Comment l'open source, justement, permet d'accroître cette longévité des terminaux? Alors, oui, juste peut-être faire un petit historique, parce que je me suis pris quelques baffes en 2018 avec la démission de Nicolas Hulot, le rapport du GIEC, et aussi un rapport sur le numérique. C'est le rapport pour la sobriété numérique du Shift Project. Donc j'ai proposé tout de suite de développer, voilà, je suis un techos, un développeur, j'ai tout de suite proposé de développer un outil open source. Donc ça aboutit à Carbonalizer. C'est une extension de navigateur qui permet d'avoir des éléments sur la navigation Internet. Et finalement, c'est très peu, en fait, puisque dès qu'on ne tient pas compte des impacts environnementaux de la fabrication des équipements dont parlait Tristan et dont parlait aussi Agnès, en fait, c'est très peu. Et donc, il faut inclure l'impact de la fabrication des équipements. Pour le coup, en fait, ma première action, donc, c'était de développer des outils. Donc, c'est un outil open source. J'ai aussi lancé un podcast, du coup, avant Tristo. Donc, Tristan, il l'a pas dit, mais il s'est beaucoup inspiré de Técologie. Donc, Técologie, c'est le podcast qui tente de lier technologie et écologie. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde et aboutir à la DINUM, notamment. Donc à la DINUM, en fait, on fait beaucoup de choses. Notamment, on a tout l'aspect open source qui est porté par Bastien Guéry, qui était là hier. Et bien sûr, tous les outils qui sont développés par la DINUM et par l'État sont destinés la plupart du temps à être open sourcés. Et donc, depuis un an et demi, je travaille sur le sujet numérique et environnement, numérique éco-responsable, green tech, voilà, il y a plusieurs noms. Et en fait, on est en train de porter à l'échelle de l'État, à l'échelle des administrations, d'abord les ministères, mais aussi on échange beaucoup avec les collectivités territoriales sur vraiment tous les sujets. Donc, l'achat, on a sorti un guide d'achat numérique responsable à destination on va y revenir des un petit peu après, ça, justement. Ah, pardon. Mais en fait, Carbon Analyzer sera justement dans ce... Alors, on a sorti une boîte à outils, on a identifié une boîte à outils d'une dizaine d'outils, à la fois sur les aspects mesures, enfin principalement sur les aspects mesures, mais mesures d'une page web, mesures de la consommation du cloud, mesures aussi à l'intérieur du code, donc principalement des packages Python pour de l'intelligence artificielle, où là, ça demande beaucoup de ressources. Donc voilà, ça a été publié hier justement à l'occasion de cet événement Open Source Experience. On va pouvoir y revenir aussi également. Tristan, du coup, le rôle de l'open source, encore une fois, pour accroître cette durabilité? Je croyais que j'ai tout dit. Enfin, moi, je veux bien y retourner, mais... Tout a été dit déjà? Non, tout n'a pas été dit, mais fondamentalement, l'open source, c'est une... Enfin, moi, je préfère dire logiciel libre, hein, c'est mon côté stallmanien, si vous voulez. C'est la liberté que ça donne aux utilisateurs, qu'ils soient entreprises ou individus. En fait, plutôt entreprise, parce qu'en entreprise, on a plus de moyens, on peut spécialiser, enfin, on peut demander à des collaborateurs spécialisés de travailler sur ces sujets-là, alors que quand vous êtes un individu, à moins d'avoir la capacité technique, d'être un peu geek, développeur, c'est difficile, quoi. On a plutôt tendance à prendre des produits sur étagère. Donc la liberté, c'est la liberté de choisir les outils qui vous correspondent le mieux. Et typiquement, quand vous avez un terminal qui fonctionne, hein, parce que globalement, il faut être très clair, le silicium, ça s'use quasiment pas. Hein, il n'y a pas de frottement, ça bouge pas. Donc ça peut durer des années. Hein, je crois que récemment, ils ont envoyé dans l'espace un processeur qui avait du genre 35 ans, parce que c'était un PowerPC, c'est pour ceux qui ça rappelle quelque chose, qui était utilisé dans les premiers Mac, parce qu'il y a 35 ans, il est super solide et il fonctionne encore. Donc si ça ne s'use pas, eh bien, la problématique, c'est pas tant de mettre un Windows 11 dessus, c'est plutôt de trouver un logiciel qui sait fonctionner sur du matériel de cette époque-là. Parce qu'en tant qu'industrie,
on a un problème, on a un genre d'addiction, vous voyez, on est un peu des accros au crack, mais chez nous, ça ne s'appelle pas le crack, ça s'appelle la loi de Moore. C'est-à-dire que la loi de Moore, ça fait tourner l'industrie du numérique depuis 50 ans. Et donc, je vous rappelle, c'est une loi qui a été observée, qui est une loi empirique, hein, ce n'est pas une loi physique, par Gordon Moore, cofondateur d'Intel, qui dit qu'en gros, la puissance d'une puce et d'un processeur ou d'une mémoire, elle double tous les 18 à 24 mois. Et ça, depuis les années 60. C'est-à-dire qu'un développeur, aujourd'hui, il fait son logiciel, ça marchouille, ça se traîne un peu, mais bon, ça reste utilisable. Il sait que le temps que ça soit validé, distribué, machin, etc., et sur l'ordinateur ou le smartphone de monsieur et madame tout le monde, dans 2 ans, en gros, eh bien, dans 2 ans, monsieur et madame tout le monde auront une machine 2 fois plus puissante. Et donc, ce machin qui se traînouille aujourd'hui, eh ben, il va marcher à peu près correctement sur les machines de tout le monde. Et donc, ça fait dire que ça fait 40 ans qu'on ne s'est jamais décarcassé à optimiser du code. Juste pour vous donner une idée, une page web en 15 ans, la taille a été multipliée par 115. Est-ce qu'elles sont mieux? Ah oui, elles sont mieux, les pages web d'aujourd'hui qu'avant, généralement. Mais est-ce qu'elles sont 115 fois mieux? C'est pas sûr. Word et Office et Windows nécessitent 60 fois plus de mémoire ou de processeur, je ne sais plus, et 150 fois plus de l'autre paramètre. Vous voyez, il faut plus de 100 fois plus puissant des ordinateurs aujourd'hui versus Windows 98. Est-ce que nos documents Word et Excel sont 100 fois mieux? Alors vos documents Word, je suis sûr que non. Et ils sont mieux. On peut mettre des emojis. Bon, d'accord. On peut mettre plusieurs langues. Le correcteur grammatical est mieux. D'accord. Mais est-ce que c'est vraiment 100 fois mieux? Non. Non, c'est sûr que non. Donc en fait, on a fait une industrie de feignasses, quoi. Parce qu'on a été bercé par cette loi de Moore qui a été vachement pratique. Mais aujourd'hui, on pourrait faire du numérique de façon beaucoup plus sobre si on prenait le temps d'optimiser les choses pour tourner sur des processeurs qui seront 20, 50 ou 100 fois moins puissants que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, pardon, excuse-moi Tristan, je crois qu'Agnès voulait réagir par rapport à ça. Et par rapport à ce que tu dis, Tristan, tu vois, si tu regardes le monde de la téléphonie, si on veut faire des téléphones qui durent, tu viens de dire en début de ton talk que 76% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la production d'appareils. Donc, si on veut les faire durer, ces appareils, parce que c'est quand même la clé aujourd'hui, hein, on pourrait y revenir, mais dans le monde de la téléphonie, il n'y a pas vraiment de R&D sur comment être meilleur sur la production de ces téléphones. Donc, si on veut les faire durer, ça serait la clé, puisque du coup, on aurait moins à les remplacer. Mais le problème, c'est que votre téléphone qui a 5 ans, quand vous lui installez une version récente d'Android, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les concepteurs d'Android, désolé Google encore une fois, va pas optimiser la conception de l'OS pour des vieilles puces. Donc, ça va ramer. Et c'est toute la problématique de justement cette approche, loi de Moore, etc. De toute façon, on présuppose que le processeur va être meilleur dans 2 ans. Eh ben non, surtout sur les appareils. Si on veut qu'il dure, il faut justement arriver à créer des solutions software qui soient durables et qui soient sobres. Donc au final, c'est quand même une problématique de gouvernance. Qui décide de ce qu'on veut faire tourner et quelles sont les fonctionnalités qu'on rajoute. Si vous êtes dans une approche qui est propriétaire, où vous avez un Microsoft ou un Google qui décrète que en fait, les gens sont restés dans le monde d'avant, en substance, quoi, et considèrent que la loi de Moore, elle va continuer de s'appliquer et il faut en continuer à en profiter et il faut continuer à être dans un mode de feignasse, ou bien on a des gens qui décident que justement il faut faire durer le matériel et c'est pas de la pingrerie, c'est simplement qu'on veut réserver un avenir pour l'humanité. Eh bien à ce moment-là, il faut plutôt, et avec le logiciel libre, on a cette possibilité de décider qu'on peut optimiser, qu'on veut optimiser, parce qu'on a la liberté, on a l'accès au code source, on optimise. Et donc, on peut garder notre matériel plus longtemps. Et on n'en a rien à cirer si Windows 11 exige je termine ma phrase. Pardon, Tristan. Voilà. Richard, un commentaire, puis ensuite Véronique. Non, mais rapidement, je voudrais citer quelque chose qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps. C'est la lecture d'Ivan Illich, donc un penseur de l'écologie politique et technocritique, qui disait que l'outil simple, pauvre, transparent, est un humble serviteur.
un outil qui est élaboré, complexe, secret, est un maître arrogant. Et finalement, ça parle finalement de tout ce qui est low-tech, tout ce qui est technologie appropriée, tout ce qui est open source. Et effectivement, l'open source, c'est ça aussi, c'est d'avoir en tout cas, appliqué au logiciel libre, peut-être qu'on parlera aussi de l'open hardware, appliqué au logiciel libre, c'est du code, du logiciel qui peut être critiquable, qui est transparent, qu'on peut aussi maintenir, réparable, et effectivement, il y a des questions de gouvernance qui se posent aussi sur le monde de l'open source. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut forker, quoi qu'il arrive, on peut créer une copie et continuer le développement, comme un peu ce que tu fais, Agnès, pour justement, encore une fois, réduire la contribution à l'obsolescence des équipements. Merci. Véronique? 3 éléments, je pense que, on vient de partager quelque chose d'important, c'est dire que dans la trajectoire de réduction de son empreinte environnementale sur le numérique, allonger la durée de vie de son matériel est un élément primordial. C'est une bonne pratique. Mais il faut aussi, on ne peut pas toujours à un moment donné allonger ad vitam aeternam. Il y a le réemploi aussi, je voudrais qu'on puisse citer cet élément-là. Et puis le recyclage, qui est le dernier axe. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on a parlé également, quelque part, en sous-jacent, d'obsolescence logicielle, qui est plutôt aujourd'hui une obsolescence qui est programmée, qui est commerciale. Donc, en effet, il faut lutter contre l'obsolescence logicielle. Il y a aujourd'hui, au niveau européen, une réglementation qui est en train de, je dirais, évoquer ces sujets-là. Je crois qu'en France, sur le Parlement, il y a eu, je dirais, un certain nombre de discussions sur l'obsolescence logicielle. Alors aujourd'hui, elle est beaucoup sur des éléments de matériel électronique qui ne touchent pas forcément en fait, encore le téléphone. L'allongement des terminaux est vraiment inscrit dans la loi. Là, ouais. Donc ça. Et puis le troisième point quand même, et je vais un peu pondérer, parce que c'est vrai que je l'ai dit en introduction, l'open source, c'est une brique essentielle du numérique responsable sur le sujet environnemental. Il y a des sujets dont on pourrait parler sur l'éthique, la transparence, la souveraineté. Mais évidemment, il faut que l'open source réponde à des bonnes pratiques. Et je veux quand même rappeler cet élément-là, c'est que tout l'open source ne répond pas à toutes les bons critères. Donc il faut bien développer en open source. C'est-à-dire que l'ADN de l'open source présente des caractéristiques importantes qui peuvent répondre à ces problématiques de numérique responsable, mais il faut quand même bien développer. Si on développe salement, l'open source ne résout rien. Ça, c'est une vraie phrase. Richard, alors vous avez évoqué tout à l'heure la boîte à outils. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, en fait, je commençais à évoquer rapidement. Donc, il y avait le guide d'achat dédié aux acheteurs. On a un guide de bonnes pratiques qui arrive à la fin de l'année. On a sorti aussi un référentiel d'éco-conception de services numériques. Je ne sais pas si on a le temps de citer quelques exemples de critères de ce référentiel. On va prendre un petit peu le temps. Ok, je peux citer quelques-uns avant d'arriver à la boîte à outils qui est complémentaire notamment à ce référentiel. Donc, je vais vous citer quelques-uns que j'ai notés qui sont un peu en rapport avec l'open source. Donc, le référentiel, c'est un ensemble de questions, donc 79 questions sur, bien sûr, la réduction de numérique finalement, la réduction de consommation de numérique, la réduction de l'obsolescence des équipements. Donc tout ça, vous le trouvez sur écoresponsable.numérique.gouv.fr. Il y a une consultation publique actuellement sur le référentiel. Désolé, je fais un peu ma pub, mais c'est la pub de l'intérêt général et c'est payé par vos impôts. Donc trois critères qui sont aussi liés à l'open source, c'est le service numérique est-il utilisable sur des terminaux datant de 5 ans minimum? Très important pour réduire l'obsolescence des équipements. Le service numérique a-t-il été conçu avec des technologies standards plutôt que des technologies propriétaires ou spécifiques à une plateforme ou à un système d'exploitation? Tu pourras nous en parler peut-être, Agnès. Le service numérique garantit-il la mise à disposition de mises à jour correctives pendant toute la durée de vie prévue des équipements et des logiciels liés au service? Pourquoi cette question? Parce qu'en fait, parfois on a des services numériques liés à des équipements, à de l'IoT, qui sont supportés pendant 2 ans, alors que l'équipement va durer davantage. Donc voilà, on grave en tout cas dans ce référentiel-là, ce critère. Alors le référentiel reste une démarche volontaire. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui légale. On aurait pu l'avoir dans la proposition de loi qui est passée.
Je ne dis pas que voilà, la loi qui est passée, elle est déjà très bien. C'est une grande avancée. Donc, que tu en parlais tout à l'heure, qui est passée le 2 novembre. On est vraiment en avance au niveau de la France par rapport à l'Europe. Sur ce sujet, l'Europe nous regarde de près sur nos sujets, à la fois sur l'indice de réparabilité, on n'en a pas parlé encore, l'indice de réparabilité sur les équipements, sur les smartphones, sur les ordinateurs, mais aussi sur les tendeuses à gazon, si vous en avez. Il y a de l'open source dedans, hein, dans les gazons. Pardon ? On a croisé de l'open source dans les tondeuses à gazon. Oui, c'est pas un sujet qui m'intéresse, mais je te fais confiance. Et puis... Et donc la boîte à outils, effectivement la boîte à outils qu'on a sortie, en fait c'est une boîte à outils où on a listé les outils qu'on connaissait qui sont open source et ce sont des logiciels libres, parce que ça peut être open source et pas libre. Et donc c'est un ensemble d'outils qui permet à la fois de mesurer une page web, du code, etc. Donc on a voulu donner différents indicateurs. Pour quel profil ? Est-ce que c'est plutôt profil développeur ? Est-ce que c'est tout public ? Est-ce que c'est de la sensibilisation ? Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ? Voilà, toutes sortes d'outils qui peuvent aider les équipes enfin, c'est complémentaire au référentiel général d'éco-conception pour mesurer telle ou telle pratique, avec parfois des indicateurs environnementaux, parfois non. Ça peut être des indicateurs de performance. Donc, faute de mieux, on s'est basé juste là-dessus. Véronique, je crois que vous voulez Oui, ajouter je quelque voudrais chose. compléter, c'est important ce que dit Richard. Là, on a parlé beaucoup de l'open source embarqué finalement dans des solutions logicielles. Là, en fait, tu parles d'une boîte à outils qui permet de mesurer à un moment donné son empreinte, notamment. Et je trouve que ça, c'est un point important aussi, c'est la valeur de l'open source, parce que de déployer des outils en open source qui permettent de faire la mesure, permettent d'accélérer aussi la trajectoire actuellement des entreprises. Parce que c'est compliqué pour une entreprise aujourd'hui de faire une mesure d'une empreinte environnementale sur le volet numérique. Et donc, c'est important d'avoir des outils en open source. Ça permet l'accès, d'ouvrir plus grandement l'accès en fait à la mesure. Il y a un autre sujet qui fâche un petit peu, c'est les données. Quand vous voulez faire une mesure d'empreinte environnementale, vous avez besoin d'avoir des données qui permettent de faire des conversions à un moment donné sur ce que vous êtes capable de mesurer, et puis de pouvoir le convertir en équivalent CO2 si on veut parler des gaz à effet de serre. Et ça, sur les données aussi, il y a un sujet sur lequel il faut travailler aujourd'hui pour pouvoir que ces données soient en open data, ce qui permet au plus grand nombre aujourd'hui d'accéder, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Beaucoup d'outils sont pas en open source et payants, et beaucoup de données aujourd'hui ne sont pas en open data et payantes. Donc nous, on œuvre, notamment chez Numéum, on a développé un programme qui s'appelle Planète Tech Care, dont l'ADINUM est partenaire, et qui... la mission interministérielle de l'ADINUM, tout à fait, qui est partenaire. Aujourd'hui, il y a 23 partenaires du monde associatif. Vous allez retrouver des gens comme l'ADEME, mais vous allez retrouver donc la mission interministérielle de l'ADINUM. Vous allez retrouver des gens comme The Shift Project, l'INR, GreenIT.fr, des noms qui ont été cités. Tous ces gens-là, en fait, sont fédérés autour de Planète Tech Care et gratuitement, ils mettent à disposition leur contenu. Donc, si vous êtes des entreprises là dans la salle, vous pouvez venir rentrer dans la communauté Planète Tech Care. C'est gratuit. Et une fois que vous êtes dans cette communauté, vous avez quand même à signer une charte qui dit que vous avez envie de réduire votre empreinte environnementale. Une fois que vous êtes dans cette communauté, vous avez accès tous les mois à des ateliers gratuitement qui vous permettent de monter en compétence sur le sujet du numérique et environnement. Donc, vous aurez des sujets à la fois... On est vraiment dans l'acculturation cette fois-ci. Ouais, là, on est rentré fait. dans la deuxième vague. En fait, après la technologie qu'on a largement balayée, là, on rentre dans la deuxième phase, sensibilisation et acculturation. Et ça, c'est le rôle de Planète Tech Care. Et ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est important. L'objet, en fait, open source est aussi intéressant, en fait, sur ce sujet d'acculturation, parce que le fait de mettre à disposition des outils en open source facilite l'acculturation aussi. Donc oui, le sujet de l'acculturation, c'est un sujet important, parce que quand vous discutez avec des entreprises, aujourd'hui, le sujet de la mesure de l'empreinte environnementale du numérique est un sujet qui n'est pas connu, pas bien compris. Donc c'est vrai que par exemple ce que fait Tristan sur Octavert, c'est important parce que ça permet de sensibiliser, mieux comprendre la problématique. Et puis des initiatives comme Planète Tech Care, ça permet de partager des retours d'expérience. À la fois vous avez des sachants qui sont tous ces associations qui sont membres, mais vous avez aussi toute une communauté aujourd'hui. On n'est pas très loin de 500 signataires qui chacun en fait aussi peuvent partager leur retour d'expérience. Donc ça, le sujet de l'acculturation, il est important parce que si on veut passer à l'échelle, il faut qu'on soit en capacité de bien comprendre la problématique, être en capacité de la mesurer et ensuite de la réduire. Agnès, je crois aussi que vous avez des travaux en matière de sensibilisation actuellement en cours.
Enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de Fairphone, à la base, c'est absolument pas une boîte. Hein. C'est vraiment un collectif de gens néerlandais qui essayent de changer l'industrie électronique à la base sur le fait de dénoncer l'utilisation des minerais dits de conflit dans les appareils. Et cette éthique-là, elle a toujours suivi ce qu'on essaye de faire même aujourd'hui. Et donc, du coup, en open source aussi, la liste des suppliers, par exemple. Donc, Fairphone, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi cette ambition. C'est vraiment l'histoire première de Fairphone, d'arriver à utiliser des minerais fair trade, sans financement des conflits armés et sans travail d'enfants. Et donc, pour essayer de favoriser le fait que d'autres producteurs de téléphones ou d'autres producteurs d'industrie électronique utilisent les mines fair trade ou sans travail d'enfants ou sans financement des conflits armés, on publie la liste des partenaires avec lesquels on bosse. Que parfois, pour ouvrir une mine de cobalt fair trade, ça nous prend 4 ans. Donc on espère que d'autres industries vont utiliser ces partenaires-là. Et donc tout est open source. C'est-à-dire que vous allez sur le site de Fairphone, vous tapez liste supplier Fairphone 2, vous trouvez la liste, etc. Donc ça, c'est vachement important de lever le voile sur la supply chain de l'industrie électronique pour essayer de la changer et de la rendre plus responsable. On est sur une table ronde qui s'appelle Green IT. Mais, je fais un petit passage là-dessus, il y a des problématiques environnementales, mais il y a un sacré paquet de problématiques sociétales. Allez visiter une mine en Afrique ou en Asie, c'est plein de gamins. Il y a des mafias de partout, etc. Et évidemment que c'est aussi un problème essentiel pour le respect des normes environnementales. Parce que généralement, quand vous êtes sur une mine de cobalt, tenue par des mafias, et que vous arrivez avec votre drapeau green, c'est compliqué d'arriver à les faire travailler différemment, quoi. Donc les problématiques sociétales et sociales derrière le numérique sont essentielles aussi à soulever. Je sais que ce n'est pas le thème de la table ronde, mais en général, je suis bonne pour toujours parler de ces sujets, même si on ne veut pas en parler. Ce n'est pas complètement le thème de la table ronde, mais c'est un thème open source. Enfin, quand on parle de cette lisibilité de la chaîne de valeur, lisibilité de la supply chain, on parle de transparence. La supply chain, oui, tout à fait. On est dans la transparence, et la transparence, c'est un des principes même de l'open source. Pas uniquement sur la lisibilité du code, mais la lisibilité des processus de développement, la lisibilité du processus de création derrière. Donc c'est aussi important. Et puis on pense vraiment que c'est en expliquant justement les exactions environnementales, sociales, les problématiques qui existent derrière l'industrie électronique qu'on va arriver à créer un numérique différent. C'est en expliquant aux gens, aux utilisatrices, aux utilisateurs de comment ça se passe derrière la supply chain qu'on va pouvoir essayer de convaincre un petit peu les personnes de ne pas changer leur téléphone tous les ans, quoi, à bon entendeur. On a entendu. Richard, l'intelligence collective à la DINUM, justement, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel vous travaillez? On vient d'évoquer justement cette partie-là. Oui, en fait, on travaille déjà sur... déjà, c'est une mission interministérielle, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, désolé. C'est à la fois copiloté par la DINUM et par le ministère de la Transition écologique. Et effectivement, notre périmètre, ce n'est pas DINUM, hein, c'est l'État. Donc on a un référent dans chaque ministère aujourd'hui et on travaille sur un plan d'action. Donc effectivement, on a des ateliers chaque semaine avec tous nos référents ministères. On prépare un plan d'action sur 2022, parfois même sur 3 ans, 2022-2024, sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Le premier sujet qui nous vient, c'est réduire les messages, supprimer les messages. Bon, ok. Les mails, etc. Donc, après discussion, après réflexion, avec tous nos référents, en fait, on va bien sûr sur l'allongement de durée de vie des équipements, sur réduire le gaspillage. Il y a énormément de gaspillage, même au sein de l'État, où on dit qu'on n'a pas forcément les moyens. Si, il y a les moyens, on a des équipements, etc. Mais on en a trop. Parfois, on a des téléphones pro dont on ne se sert pas, etc. Donc, de ne pas systématiser forcément la mise à disposition de téléphones pro, de mutualiser les ressources, notamment, il y a toute la doctrine cloud de l'État sur laquelle la DINUM a planché aussi. Il y a vraiment un souci de mutualiser les ressources, réduire les ressources finalement. Et peut-être citer, c'est un des mantras qu'on utilise aussi, c'est les 5 R du zéro déchet. C'est refuser, réduire, réemployer, recycler et finalement aussi rendre à la terre. Et pour notre sujet, c'est rendre à la terre, c'est open sourcer, c'est documenter la démarche,
Donc rendre au commun, d'autant plus que c'est payé, encore une fois, par vos impôts. Il est très sensible, merci. Moi, je rajouterais juste un truc, si c'est possible, Cyril. Tu m'as dit que je pouvais, donc je prends la liberté de le faire. Sur ce problème de sensibilisation et de ce pourquoi c'est important d'essayer de promouvoir par l'open source, par exemple, des solutions pour sensibiliser les utilisatrices et les utilisateurs. Je prends l'exemple du Minitel. Donc le Minitel, c'était une solution française, gérée principalement par le gouvernement, avec un réseau de techniciens dans chaque ville et un réseau d'utilisateurs et utilisatrices qui étaient capables aussi de comprendre comment ça marchait. La maintenance du Minitel était déléguée au gouvernement de l'époque, mais il y avait une volonté à l'époque de pouvoir rendre les tutoriaux de réparation disponibles, ce qui aujourd'hui n'existe quasi plus. Alors, je ne dis pas que le Minitel, c'était une solution technologique incroyable, mais la gouvernance de ce produit-là était assez intéressante. Et aujourd'hui, une des clés de l'indice de durabilité, par exemple, au niveau du ministère de la Transition écologique, c'est d'arriver justement à convaincre les fabricants d'appareils électroniques à rendre disponibles les tutoriaux de réparation, allonger la disponibilité des pièces détachées pour que, non pas chacun et chacune, mais n'importe quelle personne puisse déléguer à un réparateur local la réparation de son appareil. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'aborder l'open hardware finalement? Est-ce que ça serait pas ça Alors, une des clés? Ouais, alors l'open hardware, c'est pour moi un petit peu différent dans le sens où là, je parlais plutôt de réparation, d'essayer de promouvoir la réparation des appareils et comment ça se passe à travers la diffusion des tutoriaux et la disponibilité des pièces détachées. L'open hardware, c'est un petit peu différent. Dans le monde de la téléphonie, c'est triste à dire, mais ça n'existe quasi pas. Il y a une boîte américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Purism, qui fait un téléphone qui s'appelle Librem, dont je suis très fan. On bosse un peu avec eux, avec Fairphone, mais eux, c'est les vrais avant-gardistes. On a besoin de gens comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir faire un peu d'open hardware dans leur téléphone? Ils ont embarqué un chipset du monde des avions, de l'aéronautique. Donc leur téléphone, il est assez épais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de puce électronique open. Ça n'existe pas. Donc il y a ces gens-là qui essayent d'open sourcer les designs de leur motherboard, de leur carte mère, etc. C'est très bien, mais sinon ça n'existe pas. On est dans un monde de brevets. On est dans un monde où on vend des puces nouvelles tous les 6 mois quand on est fabricant de puces. Donc c'est très compliqué. Il y a des archives. Tout n'est pas négatif. Hein. Donc il y a des gens comme Purism qui font des choses, à mon avis, de mon point de vue, exceptionnelles. J'espère que des gens aux US achèteront leur téléphone. Mais on a aussi quelques promesses avec des architectures de puces différentes. On est principalement sur de l'ARM aujourd'hui, il y a RISC-V qui arrive. Il y a des choses qui se passent en open source, mais on est loin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous regardez les téléphones ou même d'autres types d'appareils en circulation aujourd'hui, il y a très très peu d'open hardware. Pour moi, c'est une des clés. On n'est pas du tout là-dessus avec Fairphone parce qu'on a une toute petite boîte, on est 100 employés. Moi, dans mon équipe, on est 15 ingénieurs, donc autant vous dire qu'il faut choisir un peu nos batailles. Mais par contre, oui, c'est clé pour les problèmes de durabilité. Mais on n'est pas Apple, on ne peut pas fabriquer nos puces encore, quoi. On a parlé de mesure tout à l'heure. C'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas contrôler si on ne mesure pas, en fait. Grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Tristan Nitto, est-ce que vous avez des recommandations justement pour cette mesure et ces évaluations? Quelles métriques, de notre côté, nous, on peut utiliser pour en prendre conscience et éventuellement aller vers l'open source? Alors, en fait, il y a, ça c'est un mantra du management. Hein. On ne peut changer que ce que l'on mesure, et je pense que c'est très très vrai. Le monde est encore assez balbutiant dans le domaine. Donc, il y a par exemple une équipe du CNRS qui s'appelle EcoInfo, qui travaille sur ce genre de choses. En open source, il y a le projet Scaphandre, qui travaille là-dessus, avec une problématique qui est celle de l'ouverture des données. C'est-à-dire qu'on arrive à mesurer un certain nombre de choses, mais on doit extrapoler ce qu'on arrive à mesurer et puis extrapoler sur les choses qu'on ne sait pas mesurer. Qu'est-ce que c'est en théorie? Mais pour ça, il faut avoir que les données soient en open data. Donc, c'est pas simple. Mais en tout cas, c'est ce sur quoi travaille Scaphandre. Et puis, pour les développeurs web, qui est un peu mon monde, on peut parler de Green IT, c'est Analyzer, je ne sais pas, Richard, tu te souviens de ça?
Green IT Non. Analysis, peut-être. Oui, Green IT Analysis, pas Oui, merci. tous ces outils-là, d'ailleurs, Scaphandre, ils sont dans la boîte à outils. Effectivement. Ben voilà, on y revient. Donc, par exemple, Green IT Analysis, qui est une extension qui tourne sur Chrome, et si vous n'aimez pas les spyware, elle tourne aussi sur Firefox. Pardon. Et donc, vous installez ça, et ça vous permet de mesurer un certain nombre de critères dans la page web que vous visitez. En tant que développeur web, vous savez si c'est une page en fait qui est très gourmande en ressources. Et ça, par exemple, on va mesurer la taille du DOM, qui est donc la taille du Document Object Model en mémoire, donc votre page en mémoire, comment elle est représentée. Est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources ou pas? Est-ce que ça fait beaucoup de ressources d'aller-retour sur le réseau et ce genre de choses? Et ça vous permet de vous positionner par rapport à un ensemble de pages web qui ont été analysées par le passé. Est-ce que vous êtes... Donc ça vous donne un indicateur, un curseur qui est positionné sur une échelle. Est-ce que vous êtes vert, c'est-à-dire une page qui est très peu gourmande, ou au contraire vous êtes vraiment bien dans le rouge cramoisi, et là vous êtes vraiment dans une page qui est monstrueuse. Ça vous permet de vous positionner par rapport à l'ensemble des pages web et de savoir est-ce que vous êtes dans les clous ou est-ce que vous êtes complètement en dehors des clous. Vous vous comparez et vous pouvez décider que par exemple cette vidéo qui est qui est en fond de votre page d'accueil, finalement elle fait 3 mégaoctets ou 12 ou 14 et c'est peut-être pas nécessaire de la mettre. Si on l'enlevait, on gagnerait beaucoup de place et on aurait une page web plus raisonnable en taille. Véronique, je crois que vous avez un commentaire. Ça. Je rejoins Tristan évidemment sur la mesure. C'est indispensable de mesurer si on veut à un moment donné réduire. Après, il y a le sujet de la compétence, ce que pointe un petit peu en sous-jacent en fait Tristan, c'est le fait de dire qu'à un moment donné, on mesure, on se rend compte qu'on est dans le rouge, on n'est pas dans le vert. Mais il faut après avoir des compétences qui permettent d'optimiser en fait soit votre architecture physique, soit votre architecture logicielle. Et là, il faut développer des compétences en éco-conception. Et là, aujourd'hui, c'est un sujet aussi important. On n'a pas suffisamment de compétences aujourd'hui sur le marché qui maîtrisent le sujet de l'éco-conception. Donc, il commence à avoir des premiers référentiels. D'ailleurs, il y a aussi de la législation qui tourne autour du sujet de l'éco-conception. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des labels, des normes? Et donc, par exemple, dans Planète Tech Care, dans les signataires, nous avons à peu près, on a à peu près 500 signataires. Il y a une grosse cinquantaine d'acteurs de la formation qui s'engagent, en rejoignant la communauté, à développer des cursus pédagogiques pour monter en compétence sur le sujet numérique et environnement. Donc après, dans les écoles, vous avez des écoles de management, vous avez des écoles d'ingénierie très généralistes, vous avez des écoles qui sont spécialisées en numérique. Toutes s'engagent avec leur ADN à développer de la compétence sur le sujet numérique. Et c'est majeur aujourd'hui qu'on parle du sujet de la compétence parce que demain, on va manquer de compétences. On manque déjà de compétences sur le numérique, mais on va manquer très rapidement de compétences sur le sujet numérique et environnement. Et le sujet de l'éco-conception, il est crucial. Richard? Non, je voulais juste... C'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de technique, des ingénieurs, mais par exemple sur le référentiel d'éco-conception, comme sur l'open source et le logiciel libre, ce n'est pas juste l'affaire des développeurs en fait. Ça, c'est une grosse erreur de se dire on va faire du code propre, on va faire de l'hébergement propre. Ça ne suffit pas en fait. Faut impliquer tous les métiers. Que ça peut être de la maîtrise d'ouvrage, ça peut être le chef de projet, ça peut être l'expert accessibilité, ça peut être les designers, les graphistes, les testeurs, le DevOps et bien sûr les développeurs, les développeuses. Mais ce n'est pas le sujet seul des ingénieurs et des développeurs. Vraiment, il faut impliquer tous les métiers. Alors là-dessus, et je serai bref. C'est bon. Je vous encourage à suivre deux choses. D'abord, la fresque du climat et la fresque du numérique. Donc, c'est fait par deux associations. C'est de l'open source parce qu'en fait, c'est des contenus sous licence Creative Commons. Ça se présente sous forme d'atelier d'une demi-journée. Et en une demi-journée, vous faites un jeu, un serious game. Vous apprenez avec des collègues à comprendre la problématique du changement climatique pour la fresque du climat et des implications du numérique et du climat dans la fresque du numérique. Donc comme c'est fait par des associations, c'est vraiment pas cher et c'est intéressant et c'est intense.
Et vraiment, quand vous ressortez de ces demi-journées, vous avez appris énormément de choses. Et du coup, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ça devient autrement plus concret. Et ça, en plus, ça va vous instiller ce sens de l'urgence qui, à mon avis, est important aujourd'hui pour se mettre en route, en action. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci à vous quatre d'avoir pu vous exprimer sur ce sujet, de nous expliquer un peu comment l'open source a joué un rôle dans cette approche Green IT et dans l'éco-responsabilité au sens général du terme. On a aussi compris qu'il ne fallait pas uniquement avoir une approche de développement, mais également une approche métier et avoir une approche beaucoup plus ouverte. Et ça tombe très bien vu qu'on est plutôt open ici, dans l'open source expérience. Voilà. On a quelques minutes pour des questions dans la salle. Est-ce que... Je vais vous... Il y a une captation vidéo, donc je vais vous donner mon micro. Oui, bonjour, une petite question. On a parlé des Microsoft, Apple, Google. Ces boîtes, aujourd'hui, font énormément de pubs aussi sur leur côté green. Est-ce qu'il n'y a que de l'effet de com ou est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées réelles qui pourraient avoir un impact là-dessus sur ces dernières années ? Non, je pense qu'il n'y a pas que de l'effet de com. Hein. Non, je pense que toutes ces entreprises aujourd'hui, je pense que tout le secteur du numérique, qu'il soit propriétaire open source, globalement, est un secteur qui a pris conscience qu'il y avait un impact majeur en fait sur le numérique et l'environnement, qui a une empreinte environnementale du numérique. Et donc, je pense que tous ces acteurs travaillent aujourd'hui avec leurs moyens en fait pour réduire cette empreinte. Donc, notamment, il y a énormément de communication de ces acteurs sur la partie cloud, sur lequel ils font énormément de choses. Je pense que c'est un point important, en fait, sur ce sujet numérique et environnement, il y a finalement un curseur qui est à placer entre sobriété et innovation. Donc, on ne peut pas résoudre cette équation sans sobriété, mais on ne pourra pas la résoudre non plus sans innovation. Il y a beaucoup d'innovation qui est faite. Par exemple, si on regarde le sujet des data centers, il y a énormément d'innovation qui est faite aujourd'hui pour réduire l'empreinte sur l'eau. Puisque les data centers on n'en a pas parlé, on a parlé des gaz à effet de serre, mais il y a beaucoup de consommation d'eau au niveau des data centers. Et donc, il y a beaucoup d'innovation qui est faite aujourd'hui. Et dans les acteurs que vous avez cités, il y a beaucoup d'innovation qui est faite et qui font évoluer en fait le marché. Donc, le message n'est pas de dire que l'open source est le seul secteur qui, je dirais, travaille sur ces sujets-là, mais c'est certain que l'open source est une brique essentielle dans le dispositif. Mais d'autres secteurs aussi, d'autres secteurs propriétaires, travaillent sur des sujets d'innovation et de sobriété numérique. Alors, je vais juste mettre un petit bémol à ça. Ils font des choses, mais si je prends l'exemple d'Apple, par exemple, la communication d'Apple, si vous prenez leur dernière conférence sur la partie mobilité, est très axée privacy et très axée recyclage. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, le recyclage, et je pense que tu l'as dit, Véronique, c'est quand même pas la première solution envisagée. Aujourd'hui, ces acteurs-là ne vont pas clairement essayer de proclamer une durabilité logicielle, clairement. On est régulièrement invité, Apple est souvent présent dans les réunions avec le ministère de la Transition écologique d'ailleurs, c'est toujours une problématique. Parce que le recyclage fait partie de la question, mais comme tu l'as dit, c'est la dernière solution. Avant, il y a le réemploi, avant, il y a la problématique de durabilité, de longévité des produits. Donc, je ne dis pas qu'ils font rien, je dis qu'en termes de stratégie, la priorité devrait m'être mise ailleurs. Et je vais juste... Apple n'a pas que des mauvais côtés, ils sont loin d'avoir que des bons non plus, soyons d'accord. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser un iPhone 6S qui doit avoir 6 ans maintenant et que ça marche encore et il est mis à jour. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais enfin, là-dessus, ils sont bien meilleurs que Google. À côté de ça, par contre, ils travaillent activement contre la réparabilité, ce qui est juste scandaleux. Et maintenant que j'ai mis une claque à Apple, on va en mettre une à Microsoft. Windows 11 est un cauchemar. Et visiblement, ils font des choses sur les data centers, mais sur Windows 11, ils sont complètement à contre-courant et c'est inacceptable. On va passer une question qui est là, s'il vous plaît, monsieur. Très courte question, en fait. Je tombais à propos du coût carbone, en fait, de l'IT. Je suis tombé sur un site qui s'appelle Website Carbone. Je ne sais pas si vous connaissez. Et je voulais savoir si c'était équivalent à votre Green IT Analyzer ou voilà. Oui, Website Carbone, et il me semble, c'est anglais. Il se base essentiellement sur la consommation d'électricité, donc je vous déconseille ce site. Et il vaut mieux utiliser la boîte à outils, notamment développée par... on a identifié dans la plupart des outils, c'est développé en France.
sauf Lighthouse, qui est développé donc par nos amis de Google. Juste pour la question précédente, je voulais dire aussi un truc très très rapide, c'est méfiez-vous des communications de neutralité carbone. Il y a un avis de l'ADEME sur la neutralité carbone. Aucune entreprise, même aucun pays ne peut être neutre en carbone. En fait, on peut être neutre en carbone qu'à l'échelle du monde. Donc voilà, ça pose un peu les bases. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. Merci. On a une question juste là. Voilà. Bonjour. Merci pour ce débat. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai deux questions. Un petit peu plus fort. D'accord. Ouais. Donc j'ai deux questions. Enfin, elles ne sont pas forcément liées, mais je vais les lancer. On n'a pas beaucoup parlé du cloud. Est-ce que le cloud serait le logiciel durable par définition, c'est-à-dire un logiciel qui vit, qui n'a pas besoin d'être maintenu par l'utilisateur final et qui peut tourner sur des terminaux moins puissants parce qu'il tourne dans le cloud? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qu'en est-il de l'innovation? Est-ce que si on veut faire de l'innovation, en fait, si on veut supporter des versions anciennes et donc mettre de l'énergie dans le legacy, est-ce que ça enlève du temps pour l'innovation, en fait? Est-ce que c'est pas pour ça que tous les gros, en fait, font la course vers l'avant? Sur le cloud, Qui veut prendre la première? Je veux bien répondre sur le cloud. Le cloud, en fait, il y a deux, comme dans le numérique, en fait, c'est à la fois bien, c'est à la fois mal, en fait. Le cloud, c'est mutualisation des ressources. Voilà. Donc, qui dit mutualisation des ressources, c'est économie informatique, de matériel, économie d'énergie. Mais le côté négatif, c'est l'effet rebond. Enfin, l'effet rebond est manifeste. Tellement c'est efficient, tellement c'est efficace, on a tendance à l'utiliser davantage. Et donc, ça donne des usages comme aujourd'hui on a avec le streaming vidéo, bientôt le streaming des jeux vidéo. Enfin, bientôt, c'est d'actualité. Le métavers, bientôt. Donc voilà, l'effet rebond est manifeste. Sur le deuxième sujet, je dirais que faut choisir, en fait. On a atteint les limites planétaires, donc l'innovation pour l'innovation, je dirais, plutôt que de parler de l'innovation, parlons de progrès. Est-ce que le métavers, c'est de l'innovation? Est-ce que c'est du progrès? L'innovation pour Facebook, oui. Le progrès pour l'humanité, je ne sais pas. Et puis, il y a toute l'innovation frugale, tout ce qu'on appelle low-tech. Moi, ce que fait Agnès, pour moi, c'est de l'innovation. Et finalement, est-ce qu'il faut pas changer de paradigme? Je laisse la parole à Agnès. Alors, juste en transition, si je peux me permettre, Cyril, juste pour finir la question, vu qu'il vient de parler de Fairphone, mais je ne veux pas trop parler de Fairphone, mais en général, si je parle de modularité, par exemple, matérielle, Fairphone, on le fait, on n'est pas les seuls, il y en a d'autres qui commencent à le faire et c'est très bien. Si on veut promouvoir la réparabilité, il faut que, by design, les appareils soient démontables. C'est bien pour la réparation, c'est bien aussi pour la recyclabilité. Là, il y a de l'innovation à faire, parce que c'est super dur de faire un appareil modulaire. On serait plus nombreux dans le secteur, ça serait bien. Google a essayé, ça a merdé. Donc pour le coup, Google, c'était plutôt une bonne approche à cette époque de l'avoir tenté. Mais il y a beaucoup d'innovations techniques à faire dans le secteur de la durabilité, évidemment. Mais ce n'est pas forcément l'intérêt de la plupart des fabricants de s'orienter là-dessus. Sur les modèles, ça c'est clair. Véronique? Oui, je voulais compléter sur le cloud, évidemment. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Richard sur le fait qu'à la fois, le numérique, il a toujours ce côté un peu pharmacologique, potion, poison. Donc le cloud, oui, c'est une mutualisation des ressources. Mais évidemment, si vous n'avez pas un bon usage du cloud, si vous ne pensez pas bien à votre architecture, vous n'allez pas optimiser. Donc aujourd'hui, vous avez un terme qui est FinOps, qui permet, je dirais, d'optimiser en fait ces coûts en fait dans le cloud. Derrière l'optimisation des coûts, vous avez aussi l'optimisation des architectures. Donc oui, le cloud peut être une solution positive en fait à réduire son empreinte environnementale dans la trajectoire de mutualisation, mais il faut aussi avoir une éco-conception en fait de son usage du cloud. Et puis pour l'innovation, je le disais tout à l'heure, en fait, on est sur un curseur entre sobriété et innovation. Et évidemment, c'est une innovation pas pour l'innovation.
comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui disait que on était sur une industrie qui avait été opulente, en fait, qui est grasse, on a fait des choses sans tenir compte, en fait, de l'impact, du coût, du fait que nos ressources n'étaient pas infinies. Aujourd'hui, il faut qu'on fonctionne autrement, mais il faut innover, il faut continuer à innover pour justement faire converger trajectoire numérique et trajectoire environnementale. Donc on a besoin d'innovation. Je pense que par exemple, il y a des apports importants aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Il y a des espoirs aussi importants sur l'informatique quantique. Là, pareil, il faudra faire attention. Il faudra qu'à chaque fois qu'on voudra utiliser ces nouvelles technologies, on ait une vision qui soit aussi écologique, qu'on ait une grille de lecture. Quand on pense l'innovation demain, il faut la penser avec une grille de lecture en se disant, on regarde les impacts, et là je vais rejoindre ce que disait Agnès, pas uniquement environnemental, il ne faut pas siloter, environnemental, social, sociétal. Très bien. On n'a plus le temps. Voilà, désolé. Merci. Vous pouvez applaudir nos 4 intervenants. Merci bien. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de salon.